Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. Alors pourquoi français ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou de design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Alors oui, ces entreprises ont réussi à s'ériger en géants mondiaux, mais l'écosystème français est, je trouve, suffisamment riche et diversifié aujourd'hui pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur tous ces sujets et en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants justement au sein de ces grands groupes, comme c'est le cas de mon invité aujourd'hui. Pendant environ 1 heure, je vais essayer de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On va parler également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes, sur la mise en place d'un design system ou de tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et surtout que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, pour vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Alors j'essaie de publier un épisode 1 fois par semaine. Vous retrouverez aussi les références et les citations sur le site qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui laissent et qui ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes pour soutenir le podcast. Un grand merci à vous, ça fait très plaisir et ça m'aide énormément. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de souci, mais surtout si à la fin de l'épisode vous vous dites que le podcast n'est pas si mal, n'hésitez pas vous aussi à le faire. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur iTunes ou Google Podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Voilà, maintenant passons un peu à notre invité. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Sébastien Gabriel, qui est senior designer chez Google sur Chrome et Chrome OS. Alors l'interview est réalisée un peu différemment que d'habitude, tout simplement parce que Sébastien vit à San Francisco et que je suis à Paris. Donc nous avons échangé via Skype et cela s'entend un peu dans l'enregistrement audio. Il faut savoir que Sébastien a été le premier visual designer sur Chrome. Vous savez, le navigateur web qui est utilisé par un peu plus d'1 milliard de personnes. On lui doit notamment, c'est anecdotique mais c'est rigolo, le design du petit dinosaure qui apparaît sur une page Chrome lorsque vous êtes déconnecté d'Internet. Sébastien fait partie d'une équipe qui, selon moi, fait du design de haute précision, où chaque pixel compte. Il a écrit quelques articles de référence et je vous invite vraiment à les lire sur Medium. Il y en a 3 en particulier qui ont retenu mon attention. Le premier s'appelle « How I Joined Google », qui explique comment Sébastien est rentré chez Google presque par hasard, mais qui donne aussi quelques leçons de vie très inspirantes. Le deuxième est en fait une série sur le redesign de Chrome sur Android. Et dans cette série, vous pourrez prendre la pleine mesure du travail colossal et parfois imperceptible que font les équipes de design chez Google. C'est absolument fascinant. Enfin, le dernier que je recommande, surtout aux designers les plus chevronnés, s'appelle Designer's Guide to DPI, qui est accessible par contre depuis le site de Sébastien Gabriel. L'article explique en détail comment fonctionnent les fameux DPI, avec juste ce qu'il faut de formules mathématiques et de visuels pour éduquer les designers les plus curieux. Car oui, le design, c'est une science. Une fois de plus, je suis vraiment ravi et je reste incroyablement fasciné par à la fois l'humilité et l'accessibilité de Sébastien, comme d'autres d'ailleurs avant lui, à croire que les gens les plus talentueux sont aussi souvent les plus humbles et les plus approchables. Donc belle écoute à vous, en compagnie de Sébastien Gabriel. Merci beaucoup Sébastien de venir sur la French Touch podcast. C'est un vrai plaisir et un grand honneur également. Tu as commencé donc comme graphiste en 2007, si je me trompe, après des études dans le sud de la France, d'abord à Arles, c'était un IUT, puis après à Marseille, donc dans le multimédia. Tu as ensuite travaillé dans une agence de web design, WannaWeb, jusqu'en 2012. Avant de faire en fait le grand départ directement pour la Californie en allant travailler chez Google à Mountain View, où tu travailles encore aujourd'hui. Donc tu es senior, ton titre officiel c'est Senior User Interface Designer chez Google et tu travailles dans l'équipe Chrome. Tu as d'abord travaillé sur le navigateur donc Chrome, également Chrome OS et Android, et maintenant tu es je crois full-time sur Chrome OS, c'est ça ?
C'est ça. Bah, d'abord, merci de me recevoir. C'est toujours sympa de parler avec Merci. avec des Français un petit peu, Ça change. de parler design des Français. Ça me change beaucoup. Ouais. Et oui, c'est exactement ça. C'est un très bon résumé de mon parcours. Dit comme ça, c'est très rapide en fait. Hein. Ça fait très rapide. Mais en fait, je voulais insister sur les deux agences parce que pour avoir lu et vraiment avoir apprécié tes articles Medium, donc j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller lire les articles où tu t'as pas beaucoup posté d'articles, mais chaque article est extrêmement détaillé, tu rentres vraiment dans le détail, et un de tes articles qui est peut-être le plus célèbre sur comment t'as fait pour rejoindre Google et ce qui s'est passé, tu détailles effectivement, et je trouve ça génial, l'importance des personnes dans chacun de ces deux emplois que tu as eu avant de partir chez Google. Et l'importance du mentoring, d'être aidé en fait à te développer, à développer tes capacités, etc. Donc voilà, c'est une... Ouais, tout à fait. Ouais, mes articles sont c'est en général comme ça que j'écris énormément pour une chose. En fait, je me perds beaucoup dans les détails et du coup, je finis par écrire des trucs beaucoup plus longs que ce que je pensais. Mais du coup, j'en écris pas beaucoup parce que ça m'avait pris énormément de temps. Et oui, en général, ils ont été pas mal lus chaque d'eux, et notamment celui-là, je pense, qui ensuite a été relié par le site Google Recrutement officiel. Du coup, ça envoie pas mal de personnes dessus un peu constamment, quoi. D'accord, ok. Ah, d'où le fait qu'à un moment donné, dans un passage de l'article, tu dis bon, si vous voulez plus d'exemples ou plus d'explications sur quoi faire pour pouvoir être recruté chez Google, allez directement. Tu fais un renvoi vers le site officiel parce que effectivement, le but de ton article, c'est pas de dire voilà les tips and tricks pour rentrer chez Google, quoi. Ouais, non, c'était vraiment focus sur moi et sur mon expérience parce que je sais que c'est toujours un peu très dangereux de donner des tips and tricks qui sont pas applicables à tout le monde du tout parce que même moi, mon parcours pour aller pour atterrir à Google est pas forcément le plus commun, sachant que j'avais pas appliqué non plus, donc c'est vraiment, il y a énormément de personnes qui ont un parcours très différent du mien. Ouais. Et donc je voulais pas faire cette espèce de clickbait qui dit voilà comment faut faire, voilà comment j'ai fait, et voilà c'est moi plus fort et vous faites comme moi, vous allez réussir. C'était pas du tout ça, quoi. C'était même plus l'inverse. C'est pour ça que je parle beaucoup des gens que j'ai rencontrés dedans. Parce que ça m'est un peu tombé dessus plus que moi. Oui, tu l'as pas cherché, ouais. Puisque pas vraiment. Effectivement, ce que tu disais, c'était que t'avais quasiment un pied dans un emploi en Espagne, une semaine avant de recevoir ce fameux email de Google en te disant, toi, tu croyais que c'était un spam, à la limite. C'est exactement ça, ouais. Tout a commencé un petit peu d'un coup à s'accélérer. En fait, je recevais des offres d'emploi parce qu'au début, je faisais un peu de freelance en fait grâce à Dribbble et j'étais à WannaWeb et je faisais du freelance en parallèle. Et tout s'est accéléré d'un coup. J'ai reçu une offre d'emploi à Twenty, qui est un réseau social espagnol. Et c'est la première fois d'ailleurs que quelqu'un m'envoyait un billet d'avion pour que j'aille les rejoindre, pour que j'aille interviewer. Donc ça change un peu les perspectives. Moi qui étais resté à Marseille très longtemps. Ouais. Et juste après, ouais, Google. Et donc du coup j'ai fait ces interviews l'un après l'autre. Et du coup j'ai fait patienter Twenty le temps de savoir si j'avais Google. Donc c'était un peu au niveau temps, c'était un peu rush, mais ouais. Ça a mis combien de temps d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je pense que ça pouvait prendre quelques mois. Ça a mis autant de temps ou pas pour toi? Non, ça a mis un mois au total pour tout le recrutement. Il y en a qui vont être beaucoup plus de temps, je sais. Ah ouais. Et moi, c'était assez rapide parce qu'ils avaient un besoin assez fort de visual designer. Ils en ont toujours d'ailleurs. C'est pas, ils ont beaucoup d'UX designers, mais vu qu'à Google c'est séparé entre UX et visuel, ils ont besoin de pas mal de visual designers. Donc du coup, ça a été à mon bénéfice parce que du coup ils sont allés, ça a été assez bien, ça s'est assez bien goupillé, ça a été assez bien rushé. D'accord. Bon, après on a eu tout le truc des visas et tout évidemment, mais au total ça a pris 3 mois, mais vraiment l'offre de l'appel jusqu'à l'offre c'était un mois. Ah ouais, ok. Je voulais te demander justement, tu es la deuxième personne que j'interviewe après Kevin Tunk, que tu dois connaître, je pense. Oui. Que tu as rencontré, à vivre aux États-Unis. Et la première question que j'avais en tête, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a le plus surpris quand tu es arrivé aux US? Parce que tu étais jamais allé, t'es passé par New York, puis après direct Mountain View. Ouais. Maintenant, ça fait quasiment 7 ans que tu vis aux États-Unis. Et à San Francisco en particulier, c'est quoi qui t'a le plus surpris? Le plus surpris.
Ou encore aujourd'hui, ouais. La façon de travailler vraiment et la taille de toutes les choses. Vu que moi, du coup, mon expérience aux États-Unis passe par le travail, c'est vrai que beaucoup de mes impressions passent par là, quoi. Donc, c'est-à-dire la grandeur de l'entreprise. Bon, la grandeur du pays, ça suit la voie tout de suite directement. C'est-à-dire que tout est large. Ouais. C'est très difficile de le décrire. C'est à l'échelle d'autoroute, en fait. C'est des autoroutes à 4 voies. C'est exactement ça, ouais. Moi, je faisais pas vraiment le fier quand je suis arrivé donc de New York. J'étais parti pour un voyage qui n'était pas du tout lié à Google. Avec un ami, on voulait aller à New York en tant que vacances de fin d'études. On s'est dit on part. On s'est pris un petit hôtel quelque part parce qu'on n'avait pas de grands moyens. On est allé là-bas et ça s'est goupillé. Donc du coup, ils m'ont fait un vol depuis New York. Mais ouais, quand t'arrives déjà, je me suis perdu sur leurs autoroutes à 6 voies là. La taille, vraiment la taille du campus, tout m'impressionnait dans la grandeur et l'échelle de tout. Et après ça se voit dans la taille des équipes, dans la taille des projets, etc. Quand t'arrives à Google, c'est vrai que c'est être perdu dans cette espèce d'environnement. Ouais. Et la première chose, je pense, qui est assez frappant. Moi, venant qui était à l'époque à WannaWeb, où on était entre 2 et 3 personnes constamment, c'est vrai que c'est un changement d'échelle qui est assez massif. C'est quelque chose. Ouais, c'est assez massif. Vous êtes combien dans l'équipe, dans ton équipe Alors, comment vous êtes structuré déjà? Est-ce que ça vaut le coup de détailler peut-être? Ouais, ça vaut le coup parce que beaucoup d'entreprises le font pas en fait. Beaucoup d'entreprises comme Facebook utilisent le titre de product designer et c'est-à-dire que ça englobe un petit peu l'UX et le visuel. Et Google sépare les deux, donc UX et visuel en 2 groupes qui font partie de la même famille, c'est-à-dire le design en général. Ouais. Mais certains comme moi sont plus sur du coup l'intégration finale, l'intégration et le visuel, et d'autres sont plus sur stratégie produit et architecture produit. Et donc il sépare ça pas mal. Pardon, j'ai perdu la question. Si, ouais, la structuration des équipes, donc ça vaut le coup parce que visuel versus UX, là où d'autres le font pas. En général, le ratio de visual designer est faible. Donc la structuration des équipes, ça va être, de mon expérience, ça peut beaucoup varier par équipe. Ça va être 2 visual designers pour 8 UX, par exemple. Wow. Certaines équipes n'ont pas de visual designer. Ceux, par exemple, qui utilisent beaucoup des templates et des choses qui sont très déjà spécifiées, déjà codifiées, dont le design est déjà fait. Certaines équipes utilisent uniquement des gens qui vont être capables de créer à partir de ces templates parce que je pense notamment à Ads parce que c'est très c'est très normé, c'est très normé, il y a un gros système derrière, donc tu peux pas partir direct et redesigner les trucs tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé par énormément de personnes qui sont habituées à avoir un certain process, à avoir un certain UX de leurs produits, et tu peux pas le changer constamment. Donc certaines équipes vraiment se focusent sur l'UX avec certaines périodes, je sais pas, par exemple tous les 2 ou 3 ans qui se penchent sur le redesign visuel de la chose, mais en général parce qu'ils utilisent des templates. Donc certaines équipes sont que UX et d'autres équipes où il y a besoin de la création comme Android Auto, Chrome OS, après les apps genre Trips, Google Maps, etc. Ouais. Donc ces équipes-là se structurent autour donc je dirais de mon expérience entre de 8 à 2, 8 pour 2 quoi. Et mon équipe, on est toujours une petite équipe, ce que j'aime. C'est-à-dire que même quand j'étais en Chrome, quand j'ai rejoint Chrome, on était 5 dans l'équipe UX. Et quand j'ai rejoint Chrome OS, on a commencé à 2. Mais maintenant, on est un peu plus large. On est plus dans l'ordre de la dizaine maintenant. Ce qui est extrêmement faible. Ben ouais. Et comparé à beaucoup d'autres équipes. Ah ouais, juste pour nous donner un ordre de grandeur, comparé à une autre équipe, t'as une autre équipe en tête pour qu'on sache un peu, parce que ça me paraît vraiment hyper faible. J'évite de dire certaines équipes qui sont un peu plus, genre Android, je peux pas trop le dire, mais genre ads, ça se compte dans la centaine, un peu plus quoi. Ah ouais. Ouais, okay. Après ads c'est quand même une sacrée machine quoi. Donc, c'est 99% du business, je comprends qu'ils veuillent. Il y a énormément d'aspects de ads que quand t'es pas dans les ads, tu vois pas d'extérieur, mais il y a énormément de personnes qui doivent s'occuper énormément de produits, de sous-produits et de sections, il y a énormément de choses, quoi. Et du coup, vous êtes, alors on va distinguer ton époque, on va dire Chrome et Chrome OS. Sur Chrome, tu m'as dit vous étiez déjà 5 quand toi t'y étais, donc une petite équipe, c'est ça?
Ouais, j'étais le premier visual designer à plein temps sur Ok, Chrome. ok. Et dans cette équipe-là, premier visual designer, il y avait déjà des UX designers. Vous aviez aussi des product designers ou pas du tout? Ils étaient, pas vraiment, on n'utilise pas trop ce Ce terme. terme, ouais. Tu peux le qualifier comme ça parce que ceux qui étaient là, ceux qui s'occupaient de tout. Alors ceux avec que j'ai rejoint, et j'ai eu énormément beaucoup de chance, continuant un peu sur la veine de mon article, les personnes que j'ai rejoint dans cette équipe étaient Glenn Murphy, qui était mon manager, recruteur, qui est un des fondateurs de Chrome, Nicolas Jitkov, qui était aussi qui a été le chef de Material Design et qui a créé Material Design. D'accord. Avec Mathias plus tard. Ouais. Donc du coup j'ai rejoint des gens qui sont devenus vraiment de grands designers et maintenant Glenn est chef d'Android et de Chrome UX, donc il dirige 100 personnes, donc il est directeur UX, et Nicolas a fait ce qu'on a vu avec Material Design, et maintenant est parti à Dropbox après je crois 14 ans de boîte, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment des gens. Non, enfin c'est même pas des product designers, ils étaient vraiment Glenn était un ingénieur, Nicolas il fait un peu ce qu'il veut en fait, c'est des gens qui sont tellement au niveau de talent, ils sont tellement hauts que on les laisse faire ce qu'ils veulent quoi. C'est ça mais ça a été vraiment des exemples assez impressionnants pour moi quoi, parce que déjà j'avais un an de boulot derrière moi et donc à 4 personnes ça passait quoi, ils étaient bien. Mais surtout qu'à l'époque il y avait que Chrome sur Windows XP et Windows Vista je crois commençait, il y avait à peine Mac. Ouais. Donc c'était, il y avait pas Chrome sur Android, il y avait pas Chrome sur iOS, donc c'est vrai que c'était plus petit. Mais ouais, justement, ce que je voulais dire dans mon introduction, c'est que tout le monde connaît le navigateur Chrome, mais aujourd'hui, on en est à la version 68, je crois, qui a été poussée en juin. Ouais. D'après StatCounter, alors il y a évidemment différentes façons de mesurer la part de marché, etc. Mais bref, on va rester sur StatCounter. C'est 66% des internautes dans le monde qui utilisent Google Chrome sur desktop et un peu plus de 55, on va dire 55-56%, tout device confondu. Ce qui veut dire que le navigateur Chrome est utilisé par des centaines de millions de gens à travers le monde, ce qui est absolument monstrueux d'un point de vue produit. Quand je préparais un peu l'interview, je me disais mais comment tu fais pour prendre des décisions sur un outil ou un produit qui est à ce point visible et qui impacte autant de gens. Quand t'arrives, toi, avec un an d'expérience, ça doit être un stress pas possible, non? Ouais, j'étais assez stressé, ouais, mais du coup, j'étais tellement stressé de faire bien dans l'équipe que le produit t'as tendance un petit peu à l'oublier, c'est-à-dire que t'essaies de pas trop y penser derrière. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est gros. Et dans une équipe qui fonctionne, ils vont pas te mettre directement devant une tâche énorme et vraiment te mettre au pied du mur et dire vas-y maintenant grimpe, ça va être quelque chose d'assez graduel. Ouais. Et donc j'ai eu la chance aussi de commencer avec des choses assez simples et commencer à connaître l'équipe petit à petit, commencer à me familiariser avec le système, commencer à me familiariser avec les ingénieurs et petit à petit être capable de prendre de plus en plus de responsabilités et notamment être capable de designer des choses qui sont de plus en plus, comment on dit, user facing quoi. Ouais. Je veux pas utiliser trop d'anglicisme, j'avais pas le mot français, mais qui sont plus face à l'utilisateur quoi. Au début, j'ai commencé mon premier projet était de travailler sur les pages d'erreur Chrome. Ouais. Projet qui n'a pas shippé pendant un an parce que du coup en fait je me suis juste fait la main dessus et la première chose qui a shippé c'était une icône pour une application web store qu'on faisait chez Google et c'était 6 mois après avoir rejoint l'équipe. Donc c'est pas comme s'ils m'avaient jeté dans le grand bain et m'ont dit vas-y maintenant démerde-toi, redesign Chrome et fais plaisir. À l'époque il y avait 400 millions d'utilisateurs, c'était un peu moins. Ouais. Et vas-y démerde-toi et assure-toi que les 400 millions de personnes ils kiffent. C'était graduel, donc c'est allé. Après tu t'y habitues, ouais. Mais ça reste à chaque fois qu'on y pense, ça reste quelque chose d'assez impressionnant de penser au nombre d'utilisateurs. Et en même temps, quelque chose qui fait redescendre très rapidement sur Terre, c'est qu'à chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que je faisais, je disais que je travaillais sur Chrome, ils me disaient mais il y a quoi à designer sur Chrome? Exactement. Du coup, tu réalises que les gens ils ne regardent pas vraiment le truc. Mais le but du design de Chrome, c'est de pas être visible.
C'est fascinant de se dire que quand tu fais bien les choses, finalement les gens te critiquent parce qu'ils voient pas la différence, quoi. C'est ça. Je sais plus si c'est dans un film ou quoi qui disait ah non, c'est dans Futurama, je crois. Si tu fais quelque chose de mal, on le verra, mais si tu fais quelque chose de bien, personne croira que t'as fait quoi que ce soit, quelque chose comme ça. C'est terrible. Ouais, mais non, mais après c'est le but du design, quoi. Après certains designs se voient, certaines applications, certains softwares sont plus le design va avoir plus d'importance, et certains softwares qui un peu comme les OS ou comme Chrome font la part belle au contenu, quoi. Donc du coup ils doivent complètement s'effacer. Donc après ça dépend sur quoi on travaille, mais c'est vrai que le but du design en général c'est de faire la part belle au contenu et pas au design en lui-même, vu que si tu passes ton temps sur le design en lui-même, bah c'est qu'il y a quand même un petit problème. Ouais. Et Chrome est vraiment l'exemple parfait de ça. C'est-à-dire que notre but est pour beaucoup de fois, c'était comment est-ce qu'on peut rendre Chrome encore plus petit, parce que les gens veulent voir plus de contenu, évidemment, quoi. Ouais. Et est-ce que tu avais cette mentalité-là avant de rejoindre Google, dans ton agence où tu devais shipper en permanence, et j'ai envie de dire plus une question de survie, tu dois répondre vraiment aux briefs de tes clients. T'avais déjà ça en tête? Le design pour toi, c'était vraiment s'effacer pour le contenu, ou tu l'as appris sur le tas? Non, pas vraiment. En plus, venant d'un truc, je suis très visuel, moins UX. Et ouais. En tant que visual designer, parfois ont des plus gros égos que des UX designers. Par exemple, c'est vrai que tu veux que les gens voient ton design, quoi. Tu veux dire, ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est joli, regardez, c'est cool, quoi. Donc ouais. C'est vrai que c'est un changement de tempérament qui est aussi graduel, et qui met un peu de temps à arriver à essayer de comprendre. C'est pour ça que c'est vrai, la séparation est pas mal entre UX et visuel, parce que les UX designers vont tout faire pour que les utilisateurs voient pas l'UI, et toi, en tant que visual designer, tu veux quand même être connu, parce qu'on a l'air de rien cet ego du j'ai créé quelque chose qui est censé être joli, s'il vous plaît, regardez ce que j'ai fait. Sinon c'est quoi le but, quoi. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant des fois. Ah ouais. T'as touché aussi deux choses que je trouve absolument fascinantes. C'est pour moi, quand je vois le travail que vous avez fait, donc à nouveau je reviens sur ces articles Medium parce que c'est un peu la matière que j'ai pu m'approprier de toi sur ton travail, Dribble. C'est ce que vous faites sur Chrome, c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que y a un niveau de détail, un niveau de précision qui est absolument hallucinant. Chaque pixel compte. On peut revenir là-dessus. Ouais. Il y a tellement peu d'UI au final, et c'est tellement c'est une UI que l'utilisateur va utiliser tellement constamment que ça prend énormément de temps à peaufiner le moindre détail, parce qu'il n'y a pas tant de détails à travailler que ça, quoi. C'est pas une énorme suite software où tu vas avoir des centaines de pages parce qu'il y a des centaines de features, ou c'est vraiment Chrome, c'est la barre qui est au-dessus. Ouais. Et au final c'est tout. Il y a des pages, mais ça c'est pas quelque chose, là, les 99% du temps les gens vont passer à cliquer les tabs, le new tab button, les icônes à gauche et le menu à droite, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Et c'est vrai que en tant que visual designer, c'est là-dessus que la différence se fait. Et Chrome, pour beaucoup de personnes, est le système. Et une chose que je me suis dit quand j'étais à l'école, je me disais mais comment font les personnes qui designent pour Windows, qui designent pour Mac, et comment est-ce qu'ils arrivent à... Je comprenais pas, moi qui venais d'un contexte très web designer, je ne comprenais pas comment est-ce qu'ils designaient les fenêtres Windows par exemple et les fenêtres Mac. Je me dis mais le détail est incroyable, il y a de la lumière, il y a du grain. À l'époque c'était un peu skeuomorphique, donc il y a du grain, il y a de la shadow, on a déjà l'impression que c'est du métal. Comment ils font ça, quoi? Ouais. Et du coup en venant à Chrome, j'ai dû apprendre un peu à faire ça, et apprendre à faire du design qui est vraiment le moindre pixel est important, parce que le contenu à l'intérieur, il peut être n'importe quoi, mais au moins il faut que ça soit solide et propre, et il faut que l'utilisateur qui va passer 9 heures dessus, il pas 8 à même plus par jour, parce que pour beaucoup le browser c'est ce qu'ils utilisent le plus. Faut que ce soit nickel, quoi. Et en plus après il y a mon propre instinct, et c'est pour ça que je pense que j'ai été recruté à la base, c'est que par défaut, j'adore faire des spécifications, c'est bizarre à dire, mais j'adore faire du design extrêmement détaillé. C'est là-dessus que je prends beaucoup de plaisir, en fait. donc ça colle pas mal avec le profil. Et j'ai parlé à des gens, j'ai parlé à des ingénieurs, j'ai parlé à d'autres designers qui font autre chose.
Ils me disent mais c'est affreux, moi les specs c'est le côté que je déteste le plus de faire dans le produit quoi. Quand t'arrives à la fin de ton design et que tu dois le spécifier et que tu réalises que le moindre petit pixel que t'as raté commence un petit peu à flouer la balance du design un petit peu. Moi c'est la partie que j'aime bien. Donc il y a énormément de personnes qui détestent ça, ce que je comprends tout à fait. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais c'est exactement, je me mettais spec de visual designer, 2 points d'interrogation. Je me disais, mais comment tu peux aimer ça, quoi? C'était. Mais c'est une espèce de thérapie pour moi, je crois. J'aime bien quand c'est bien organisé. Mais t'as vraiment le souci du détail, parce que c'était sur quelle version vous avez passé 2 ans à faire arriver à c'est la version 53, c'est quoi, c'est la version Material Design où il y a 2 ans de taf dessus? Ouais, à peu près. 2 ans bah, non seulement de taf, mais aussi de négociation, de diplomatie. Ça, on va en parler. Ouais, c'est 2 ans, tout compris, ouais. Parce qu'il fallait aussi se soucier de Mac, et c'était pas que Windows, c'était aussi le reste. C'est parce qu'après il y a mon article qui parle aussi d'Android, et tout ça était un peu lié dans cette espèce de redesign pour la première version de Material Design. Donc ouais, ils étaient tous un peu liés, et c'était aussi une période où il y avait énormément de choses à changer. Donc ça a mis du temps, mais pas uniquement pour le design, mais plus pour la politique interne. pour tout faire, prendre le temps de tout faire. Pour revenir aux articles d'ailleurs, pour le côté très technique, il y a un article que t'as pas cité, oui, qui est l'article qui est le plus connu, mais qui est pas sur Medium, enfin qui est le plus connu, qui est le plus lu, pardon, en termes de stats. C'est le Designer's Guide to DPI. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Et le Designer's Guide to DPI, c'est un site complet en fait que j'ai fait pour apprendre aux gens ce qu'est le DPI, bah, sur tous les les téléphones, et apprendre ce qu'est le Retina. Alors maintenant il est plus très jeune, parce que les exemples qu'il y a dedans, c'est genre l'iPhone 6, je crois, ça s'arrête à l'iPhone 6. Ouais. Mais en gros ça essaie d'apprendre aux gens ce qu'est le DPI, comment le traiter, quel impact ça va avoir sur le design. Et j'ai eu, je sais plus ce que c'est les stats dessus, mais le nombre de personnes qui m'ont envoyé des emails pour me remercier et me proposer des questions ensuite là-dessus, mais bien sûr, était hallucinant. Et je dis ça en très humble, hein, parce que enfin c'est vraiment une spec technique le truc, hein. Ouais, mais mais tu vois, moi j'ai essayé de designer à l'époque, c'était en 2010-2011 ou je sais plus quand, une app sur Android, mais putain, c'est l'enfer. C'était l'enfer. Ouais. De comprendre. Passer mes journées à lire la documentation, c'était incompréhensible. Tu savais pas comment faire, quoi. C'est ça. Et ça, je l'ai écrit justement après avoir travaillé sur, la version Android de Chrome, et après avoir travaillé sur la version tablette Android de Chrome notamment, parce que avant elle était pas, quand je suis arrivé à Chrome, elle était pas sortie. Et donc du coup, j'ai découvert le TBDPI, le MDPI, donc tous les DPI qui sont genre ça part de 0.75 d'ailleurs, ce qui est bizarre, à 1, 1.33, 1.5, 2, etc. Tout ce genre de trucs, les 9 patch qui existent plus maintenant, ou alors encore comment ils appellent ça, je sais plus, mais la façon dont ils faisaient leurs assets et tout était vraiment complexe. Il y avait aussi le côté Mac, donc vu que je travaillais aussi sur iOS, donc je me suis dit je vais réunir tout ça en espèce d'énormes articles très longs, pour essayer d'expliquer de la façon la plus simple possible, comme j'aurais aimé qu'on me l'explique. C'est quoi ce bazar avec le DPI, et pourquoi est-ce que tout est aussi compliqué, quoi. Le contenu est encore pertinent aujourd'hui, tu penses? Ouais, je reçois beaucoup moins d'emails évidemment, mais je reçois toujours, j'en ai encore reçu un la semaine dernière où ok, on va le mettre en avant dans les notes. C'est de la meilleure approche, je pense. C'est une des meilleures approches que j'ai, parce que j'ai lu énormément d'articles dessus, énormément de trucs techniques où les gens répondaient à des commentaires et tout. Il y a même une personne de Adobe qui après un an m'a contacté, m'a dit il y a quelques erreurs sur ton truc, je vais les corriger avec toi. C'était très gentil de le faire d'ailleurs. Et donc il a vraiment évolué au travers de 1 an et demi, 2 ans, pour corriger les termes exacts, corriger les formules de maths par exemple. Oui. Et ce genre de truc, pour que ce soit très très précis et vrai. Et en général, parce que dès que tu sors quelque chose de technique, tu vas avoir beaucoup de gens sur Internet qui vont essayer de te défoncer, quoi. Et j'ai eu un consensus assez large de personnes techniques et de designers aussi, donc un peu moins techniques comme moi,
Et donc je suis assez content de ça, quoi. Je me suis jamais fait traiter de gros menteur ou que je comprenais pas quelque chose, ce qui arrive fréquemment sur Internet. Ouais, mais je pense que tu deviens quand même crédible en disant que tu travailles sur Chrome chez Google. Je pense que les gens s'y prennent quand même un peu plus à deux fois. Il y a ça, mais il y a aussi, quand tu dis ça, l'attente est beaucoup plus haute. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait des bêtises qui m'ont coûté, quoi. Par exemple, mon premier article sur Chrome était donc rédigé en anglais, et avec énormément de fautes, quoi. Et parce que j'ai toujours fait pas mal de fautes en français, j'étais pas très bon en orthographe, en anglais j'en ai fait aussi beaucoup. Et je l'avais pas fait relire, et donc du coup j'avais énormément de fautes, et les gens se demandaient comment quelqu'un qui était à Google pouvait ne pas faire relire son truc, et donc j'avais reçu des commentaires là-dessus. Sur la forme. C'était sur la forme. Ok. Non, plus sur la grammaire exacte, quoi. Ok. Je me suis fait reprendre, mais le nombre de fois où je me suis fait reprendre, où il y en a qui m'ont dit, mais attends, ce mec qui travaille pour Google, même pas il se fait relire, c'est quoi cette boîte, machin. D'accord. Et au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur Medium, il y a une très bonne communauté, et petit à petit, ils mettaient toutes les erreurs que j'ai fait, je les ai toutes corrigées une par une, tous remerciés une personne par personne pour toutes les erreurs qu'ils m'ont pointées. Et donc au final, maintenant, si tu regardes l'article, c'est nickel, on dirait que je sais écrire, quoi. Non mais attends, je faisais des traductions des Google Trad sur certains termes en disant putain, chapeau, bon voilà ce que ça donne, 7 ans aux US. Ouais, il y a ça aussi. J'avais quand même le bon vocabulaire, c'est juste que je suis un peu tête en l'air des fois. Bizarrement, pour quelqu'un qui aime faire des specs, je suis tête en l'air des fois. Ça dépend des choses, en fait. 2 ans à travailler sur le lancement de cette version Material Design. Est-ce que vous étiez intégrés, vous les visual designers, toi en particulier, sur ce travail de fond de Material Design, ou est-ce que c'est quelque chose que finalement tu as découvert et que tu as dû intégrer au fil de l'eau dans le travail que tu faisais de ton côté sur ton projet? Alors j'ai eu pas mal de chance, et ça va revenir à ce que j'ai dit au début. La personne qui était à côté de mon bureau quand j'ai rejoint Chrome, c'est Nicolas, qui a créé Material Design, donc qui était à l'origine de la création de ça. Donc j'ai vu Material Design évoluer de la première mock qu'il a fait jusqu'à ce qu'on en connaît maintenant. Et donc du coup j'étais assez proche de ce processus. My God. Ouais. Et donc j'avais accès à ce qu'il faisait, et ça me permettait d'avoir aussi une vision. D'être très proche de lui et de sa vision, et notamment de comprendre que Material Design c'était plus aspirationnel plus que spec, et que le but c'était pas que tous les produits se ressemblent, mais plus de donner une espèce de règle, et je comprends que c'est un aspect de Material Design qui maintenant peut en surprendre certains, parce que quand on voit les specs et la taille du site et à quel point ça peut être dirigiste, c'est pas quelque chose que tu ressens dans la spécification, mais au final c'était leur intention, quoi. Quand je parlais à Nicolas, il dit non, tu prends et tu fais ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dur à traduire quand à la fois tu veux transmettre une structure design au plus grand nombre, et à la fois leur laisser la liberté. C'est vrai que c'est assez difficile de faire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la nouvelle version de Material Design. Ouais. Et mais c'est vrai que du coup c'est ce qu'ils voulaient faire déjà depuis la première version, mais ils ont eu un peu de mal. Mais moi en interne je voyais ce qui se passait, et j'ai intégré au design de Chrome, qui historiquement Chrome n'est pas Google. Ouais. Enfin, Chrome a toujours été Google, mais a toujours été neutre de Google, y compris dans le design. Donc pour revenir un peu à l'histoire de Chrome, ça a été créé à la base par des gens qui sont partis de Firefox et qui ont créé Chrome dans l'enceinte de Google, et d'autres personnes qui les ont rejoints ensuite. Et ça a toujours été, nous on n'est pas Google, ce qu'on veut c'est faire avancer le web, pas Google. À la base, à la Chrome, Firefox, hein. Ouais, c'est ça. à la base, putain. Ouais, et oui, ça venait de cet esprit. Il y a toujours les gens qui sont dessus et qui constamment aussi se battent dans Chrome pour garder cet esprit neutre de vouloir avancer le web. Après, on peut voir ce qu'on veut maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait, et ils poussaient contre le fait d'ajouter des par exemple, le logo n'est pas Google Chrome, il n'y a pas Google devant, c'est pas comme Google Docs ou Google Maps, il n'y a pas Google Chrome, on peut l'appeler Google Chrome, mais dans le logo, il n'y a pas Google. Ils voulaient aussi ajouter Google dans la toolbar. Ça, ils ont dit non, on n'ajoute pas Google. Donc c'est que même si petit à petit on sent l'emprise de Google sur le navigateur en général, il est resté et reste neutre à son essence. Et donc du coup dans le design ça se ressentait. Ouais. Et Chrome avait sa particularité, avait son style, avait ses tabs, et aussi devait être intégré
de façon comment dire, discrète sur les autres plateformes. Donc Oui. il faisait partie de Mac, il faisait partie de Windows, il faisait partie de Linux, et il était tellement dans le design de ces OS qu'on ne pouvait pas aller complètement material design et complètement c'est important qu'on soit toujours intégré à l'OS, notamment à l'époque où c'était, comme je disais, skeuomorphique avec les boutons tout ronds de Mac et l'aspect aluminium un petit peu du tout ça. Donc, il fallait qu'on le garde quand même, et c'est pour ça que ça a créé la version Material Design, qui est un mix entre Material Design et un mix entre l'héritage de Chrome, qui tout d'abord était une application Windows. Faut pas l'oublier, quoi. Oui, c'est ça. Chrome est sorti le 2 septembre 2008, et donc cette année on fête les 10 ans. Bon, on va fêter, j'imagine que vous allez fêter ça. Tu feras partie... Allez, bon, vous avez quelque chose de prévu ou pas, tu sais? Ouais, je dirais juste qu'il faut regarder, faut garder un œil sur les 10 ans. Je pense que l'équipe, ils ont quelque chose de bien, et la nouvelle équipe est une bonne équipe. Ouais, donc, il y a une passation. Toi, tu es resté combien de temps du coup sur le navigateur en plus des autres projets, donc Android et Chrome OS? 6 ans et demi. Enfin, 6 ans et demi. J'ai encore travaillé sur Chrome là il y a moins de 6 mois, donc je suis pas vraiment parti, quoi. On est toujours un peu proche. Ouais. Sachant que Chrome OS, le cœur de Chrome, l'essence de Chrome OS, c'est Chrome, quoi. Enfin, techniquement, je veux dire, c'est Chrome. L'OS est Chrome. Donc on n'est jamais vraiment séparé de ça, quoi. Ouais. J'ai travaillé vraiment officiellement 5 ans sur Chrome. Et 6 ans et demi sur Chrome OS, parce que j'ai commencé directement sur Chrome OS quand j'ai rejoint Chrome. D'accord. Ouais, d'abord je travaillais en parallèle, et ensuite uniquement sur Chrome OS quand c'est devenu maintenant quelque chose c'est plus une expérimentation maintenant, c'est quelque chose que Google veut pousser en avant, quoi. Pousser, ouais, effectivement, il y a des articles intéressants sur sur la perte des parts de marché des tablettes, et sur l'évolution de ces ordinateurs portables qui sont un peu hybrides entre la tablette et le laptop, et la difficulté en fait de Android sur ces systèmes-là ne fonctionne pas, et Chrome OS en fait est quasiment le seul OS capable de s'intégrer intelligemment avec les usages des nouveaux utilisateurs. Enfin, il y a des articles là-dessus qui sont hyper intéressants. Pour redonner un peu de contexte, effectivement, tout le monde ne sait pas ce qu'est Chrome OS. Est-ce que tu peux expliciter, parce que comme on en parlait un peu en off, Chrome OS est quasiment pas présent en France, en fait. C'est surtout aux US. Non. Chrome OS est parti d'une idée à la base qui est de tout doit être dans le cloud, et ils ont réalisé que à l'époque quand ça a été créé, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, je crois, maintenant, que les utilisateurs passaient tout leur temps sur le navigateur, et donc ils se sont dit, on va créer quelque chose de très simple. Ça va être, et aussi de très peu cher. Ça va être un ordinateur portable qui a commencé avec le CR48, il me semble, c'est le nom du premier Chromebook, qui va uniquement avoir Chrome dessus, et qui va être uniquement en ligne, donc pas de storage, donc pas de prix donc très petit hard drive, donc du coup ça baisse de plus en plus les prix. Oui. Et vu que toutes les informations et tous les datas de l'utilisateur sont en ligne, il n'y a pas besoin de s'attacher à une plateforme et à quelque chose de très coûteux, ou à un portable où si tu le perds, c'est fini. Exactement. À moins que tu aies fait des backups. Ouais. Donc le but de Chrome OS, c'était ça, quelque chose d'agile, simple, tout sauvegardé dans le cloud, avec un détachement total au hardware. C'est-à-dire que les premières pubs Chrome OS, ils cassaient les ordinateurs devant la caméra, et après ils en ramenaient un autre. Et d'ailleurs c'était Glenn qui était dans cette, alors je sais plus si c'est trouvable ça, parce que c'est une très vieille pub, et ils en ramenaient un autre, il rouvrait un nouveau Chromebook, il se loguait sur son compte et il avait toutes ses infos, et ensuite il recassait son ordinateur, etc. C'était une très longue vidéo où il cassait plein d'ordis de façon totalement différente. Et c'est ça l'essence du Chromebook, c'est le hardware n'a pas d'importance, votre data est importante, et vous pouvez vous loguer n'importe où. L'idéal, c'était que le monde soit rempli d'écrans sur lequel n'importe qui peut se connecter n'importe quand. Exactement. Ce qui est le but de la Chromebox, qui est le but de la Chromebit, qui était l'espèce de petite clé USB, comment on appelle ça, la clé USB Chrome OS, c'est-à-dire que tu la branches dans n'importe quel écran et c'est bon, ça marche. Tout ça vient du fait de Chrome OS, c'est un navigateur, et tout est dans le cloud, et on peut l'utiliser sur n'importe quel écran partout. Deuxième partie, du coup, ma question, c'est comment ça se fait que
Ça s'est développé aux États-Unis, dis-moi si je me trompe, notamment comme tu as évoqué, c'est le prix était un élément clé, en fait. Ouais. Accès à des Chromebooks finalement peu chers, et donc la capacité qu'a eu Google de livrer des Chromebooks, notamment dans le domaine de l'éducation, ce qui fait qu'il y a eu une énorme, il y a eu une pénétration sur le marché américain qui a été très importante, qu'on n'a pas pu voir en Europe et en France parce que c'est interdit, notamment. Et aujourd'hui, la place de Chrome OS et des Chromebooks aux US, ça donne quoi? C'est quoi? C'est l'éducation en premier, hein, d'abord. C'est vraiment là où on a percé et là où Chrome OS a réussi à dominer les compétiteurs. Et c'est pour ça que Windows commence un petit peu à réagir là-dessus aussi. Et Mac notamment avec leur campagne d'iPad. Ça a eu énormément de succès dans l'éducation parce que c'est extrêmement simple à manager. C'est-à-dire que pour certaines petites structures, ils avaient même plus besoin d'un IT. Certaines écoles aux États-Unis, notamment dans les plus petites villes, n'ont pas de ressources pour avoir un IT manager, par exemple. Et donc les Chromebooks étaient quelque chose que vraiment avec très peu de connaissances, tu pouvais manager un parc entier de Chromebooks, chose qui était très dure à faire et toujours un petit peu dur à faire sur Windows ou iPad. Et donc ça a énormément plu. Le prix a énormément plu, bien évidemment. Quand tu compares, maintenant ils ont baissé leur prix, mais à l'époque quand tu compares un iPad qui va te coûter 500 par tête à un Chromebook qui va te coûter 100 à 150, il y a quand même une énorme différence pour les écoles. Et la simplicité en général d'utilisation, la sécurité qui reste de nos jours. Chrome OS c'est l'OS le plus sécurisé qui soit, est reconnu comme tel. Et donc tout ça a fait que dans les entreprises, mais surtout dans l'EDU, ça a énormément pris, et maintenant on a pas la quasi-totalité, mais une énorme partie de notre parc, c'est dans les écoles. D'accord. Et c'est intéressant. Toi, en tant que visual designer, t'es proche de cet enjeu business, de cette compréhension de comment ça se développe sur ton marché, pour le coup. Comment tu te formes ou tu te documentes là-dessus, toi, personnellement? Alors la chose intéressante, c'est que pour les écoles et notamment pour les entreprises, ils se servent énormément en l'utilisation est comme celle d'un utilisateur normal. Il y a juste quelques différences par rapport au management de l'OS, mais en général, on approche le design pour l'éducation comme on l'approche pour les utilisateurs, c'est-à-dire on essaie de le faire le plus simple possible. Pour tout le monde. On s'adresse vraiment à une catégorie d'utilisateurs qui maintenant s'élargit, mais qui à l'époque était les enfants ou les personnes qui en ont marre de maintenir Windows. Et un des énormes bénéfices quelque chose qu'on voyait énormément sur les forums à l'époque, c'était j'ai acheté à mon grand-père ou ma grand-mère un Chromebook, comme ça j'ai pu à virer les virus Windows. On a fait ça. J'ai fait ça. On a offert à notre grand-mère un Chromebook pour pouvoir regarder les photos et tout. Exactement ça. Et ça suffit. Et ça suffit. Et t'as zéro maintenance à faire parce que tu peux pas installer de malware. Il n'y a pas de virus. Et le Chromebook reste après 3-4 ans la même vitesse. Il reçoit toutes les updates tout le temps. Il y a rien à faire. Il y a pas de maintenance. Et ça, c'est une grosse partie pour l'utilisateur. Comment on dit, casual. Si je peux utiliser ce terme, c'est un grand bénéfice, quoi. Quelqu'un qui n'aurait pas à se soucier d'informatique, je veux dire, à notre époque, si c'est pas ton travail, tu devrais probablement pas te soucier aux problèmes de virus et d'informatique. Et ben c'est parfait, quoi. Utilise le navigateur, c'est tout ce dont tu as besoin, et sans risque, quoi. Et ça, c'était un gros attrait de Chrome OS. Bien évidemment, ça plaît pas aux utilisateurs qui sont un peu plus hardcore et beaucoup plus genre les utilisateurs Linux, etc. Mais même si on essaie de corriger entre guillemets cette orientation, satisfaire tout le monde est assez difficile. Et donc pour revenir au marché de la France, il fallait d'abord qu'on se développe aux États-Unis. Il y a des marchés qui sont plus ou moins faciles. L'Europe, surtout maintenant, est de plus en plus frileuse à l'égard de Google. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on porte un petit peu en nous l'essence de Google et tout ce que ça veut dire derrière. Et donc c'est vrai que c'est un marché qui est un petit peu plus compliqué, et c'est aussi un marché dans lequel il faut investir plus vu qu'on n'est pas à la maison. C'est-à-dire pour eux la maison évidemment c'est les États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Et chaque pays d'Europe est un marché différent, et le hardware c'est pas nécessairement comme le software. Il y a beaucoup plus
rien que la distribution est très dure, le marketing est différent, connaître où placer les Chromebooks est aussi différent. Donc rentrer en Europe, c'est pas comme rentrer avec le software et dire c'est gratuit, prenez-le, c'est chouette. Oui. C'est vraiment, faut être à la Fnac, faut être sur Amazon FR, faut connaître le marché. Exactement. Faut les constructeurs aussi, c'est ça. Ouais. Exactement, il faut des constructeurs qui livrent en France et il faut une bonne couverture. Faut être l'air de rien. Les PC, ils se vendent à Carrefour, ils se vendent à. Exactement. Faut être dans tous ces endroits et c'est tout ça, c'est de la politique, de la négociation, faut payer Carrefour et faut tout ça. Enfin, c'est extrêmement difficile. Oui, exactement. C'est pas dans l'ADN d'une entreprise de soft à la base, hein. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, il faut des spécialistes du marché français, notamment. Ouais. Parce on commence à avoir ça. L'Europe et surtout pour moi évidemment. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus utilisé en France. Hein. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est juste que comparé à d'autres équipes Google, on est encore assez petit. Et j'espère que ça arrivera donc plus tard. Si on revient un peu sur toi au sein de l'équipe ou l'organisation, là, est-ce que en tant que visual designer, tu gères des gens ou t'es en contributeur individuel? Comment ça se passe? Je suis resté contributeur individuel, toujours. Ouais. Je suis considéré comme lead Chrome OS visuel. D'accord. Mais pour moi, c'est un titre qui n'a pas vraiment de... Enfin, je fais partie de l'équipe, quoi. C'est parce que je suis pas manager, je manage personne et je reste quelqu'un qui est très... je suis tellement focus toujours en revenant sur ce qu'on parlait sur les specs et sur mon travail. Ouais. J'aime beaucoup la technique entre guillemets et la pratique, même si je commence à être de plus en plus mentor et à m'occuper un peu plus d'autres employés. C'est vrai que je suis resté très technique et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, de toujours pouvoir créer et de toujours pouvoir travailler avec les ingénieurs pour produire les designs. C'est quelque chose que j'apprécie et c'est cool qu'ils m'aient laissé continuer. C'est quoi ta stack d'outils c'est simple, hein. J'utilise Sketch et j'utilise Sketch pour le design et Protopie pour le prototype. D'accord. Et c'est tout. C'est tout. Ok. C'est tout. Ouais. Ok. Et après, si je dois faire du traitement d'image, c'est évidemment toujours Photoshop et Illustrator. Ça, c'était pour des icônes très complexes. J'ai essayé un petit peu Figma aussi, mais là vraiment la totalité de mon temps pour l'instant. Peut-être qu'un jour je switcherai à Figma, je sais pas. Et vraiment partagé entre Sketch et Protopie, qui est un outil que j'aime beaucoup, mais qui est moins connu. Protopie, ok. Ouais. C'est intéressant l'évolution entre avant tout était sur Photoshop, puis c'est passé à Sketch, maintenant tout est sur Sketch et il y a une tendance à du Figma qui se développe un peu dans des grandes boîtes. Figma est impressionnant. Notamment, ils ont énormément travaillé avec l'équipe Chrome. Oui. Pour le rendre extrêmement rapide et c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire sur du navigateur et quand certains doutent de ce qu'on peut faire sur un navigateur, il suffit de leur montrer Figma et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez niveau performance, c'est plus performant que Sketch qui est du natif Mac, quoi. Ouais. Donc ça que je te dis c'est quand même ça marche bien, quoi. Et du coup les équipes Figma ont bossé avec des équipes de Chrome pour justement arriver à ce niveau de complexité technique. Initialement oui. Puis ils ont pas mal dialogué avec eux et sollicité justement le DevRel, comme on appelle ça, le Developer Relationship de Chrome pour essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'ils pouvaient maximiser les performances. C'est quand même un outil qui demande beaucoup de performance et si tu veux le faire sur un navigateur, il faut il faut que ça. Ouais. Donc Chrome était très ouvert à ça et c'est le but de Chrome, c'est de ça, c'est que les développeurs fassent les meilleurs produits possibles pour le web et utilisent aussi les techno Chrome à leur maximum. Et c'est ce qu'ils ont fait sur Figma. Okay. Est-ce que toi, tu as des problématiques de collaboration dans ton équipe sur Chrome OS et sur la partie visual design, comment tu gères ça? Ou chacun fait chacun bosse sur ses fichiers et puis c'est quoi ton mode d'organisation ou même plus largement une journée type pour toi, s'il y en a une, ce serait quoi? En règle générale, on est toujours on est assez petit pour que les fichiers par exemple ne soient pas travaillés en même temps.
En général, un designer va travailler sur quelque chose et l'équipe visual design est assez horizontale, c'est-à-dire on va aider les UX designers à chaque fois qu'ils ont besoin, ou on va une fois que l'UX design est défini, on va commencer un peu plus le travail de création et le travail de spécification. Mais on n'a pas ce problème pour l'instant d'avoir trop de personnes sur un produit en particulier. Par exemple, si je donne un exemple, si on va refaire les notifications sur Chrome OS, en général, ça va être une personne qui va travailler en partenariat avec la recherche et l'UX designer, mais il n'y aura pas un autre visual designer qui va travailler en même temps dessus. Ce qui fait que notre système est très simple. On a un drive partagé avec chaque projet qui est subdivisé en projets de Chrome, qui est donc divisé en surface. Par exemple, dans Chrome OS, on a le système menu qui est l'espèce d'accès rapide aux paramètres de l'OS. On a les notifications, on a le shelf, donc qui est la barre d'en bas, la taskbar d'en bas. Et tout ça, c'est séparé en sous-fichiers et en sous-projets. Et on s'organise tous autour de cette structure-là. Et Drive fait la version monitoring pour nous. Et on utilise aussi CloudSync sur nos machines, ce qui fait qu'en fait dans le Finder directement, parce que on a encore besoin de travailler sur Mac pour le design, on voit toute l'architecture de ce drive et on peut accéder à n'importe quelle section de n'importe quel designer n'importe quand. Donc ça fonctionne plutôt bien pour nous, parce qu'on est une équipe qui est encore assez réduite et on communique énormément entre nous. Donc au lieu d'avoir les abstracts au lieu d'avoir une barrière en fait d'outils compliqués, on essaye au maximum de maintenir la simplicité d'un drive partagé. Et Chrome, qui maintenant est une équipe beaucoup plus grosse que quand je suis arrivé, utilise toujours Drive. Même s'ils commencent à avoir 2 ou 3 designers travaillant sur le même produit, ils s'en sortent sans aucun problème parfois c'est juste la communication qui est importante. C'est quand même hyper intéressant que à l'échelle d'une boîte comme Google, vous arriviez à travailler de manière un peu asynchrone les uns à la suite des autres sur des fichiers, et que finalement en fait tous ces outils qui sont proposés de collaboration de designers, etc., finalement c'est des boîtes plus petites qui se créent elles-mêmes leurs propres problèmes. Parfois ouais. Après c'est très difficile de parler pour les autres et de dire qu'une solution est bien pour tout le monde. Certains ont des problématiques bien différentes avec d'autres équipes qui doivent accéder aux mêmes sources. Pour nous, ça marche comme ça. Je sais que ça marche pour toutes les équipes comme ça, parce qu'on utilise évidemment les outils Google qu'on a à notre dispo, ce qui fait qu'on n'a pas les autres outils que d'autres boîtes ont accès. Alors, des fois c'est un problème, et des fois on réalise que les façons simples, parfois les solutions les plus simples sont parfois les meilleures à partir du moment où l'équipe et encore une fois ça c'est important, communique et travaille ensemble, et c'est ça vraiment le point important, c'est la communication. Ça c'est très dur de remplacer les outils comme ça. Il n'y a pas de bons outils qui remplacent le fait d'être à côté de la personne avec laquelle tu travailles et de savoir sur quoi cette personne travaille et comment est-ce qu'on va... Justement, comment vous êtes géographiquement ou spatialement, comment vous êtes organisé? T'es à côté de qui? Enfin, sans forcément donner des noms, mais au moins des fonctions. Donc on est tous au même endroit, donc on est à Mountain View. On n'a pas de personnes qui sont remote pour le moment. On travaille avec des gens remote, mais en général toute notre équipe qui est sous le même manager est ensemble. Et la façon dont on s'articule, c'est vraiment on n'est pas dans un open space, on a quelques petits bureaux cloisonnés, ce qui nous permet d'avoir du silence quand on a besoin. Et la façon dont s'articule l'équipe, je trouve ça très bon, c'est que les product managers sont au milieu, physiquement, géographiquement, sur un étage, sont au milieu. Les ingénieurs sont autour d'eux, d'un côté, et les designers sont de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, les product managers sont entourés des personnes avec lesquelles ils vont travailler pour gérer les projets. Donc du coup, je trouve ça intéressant géographiquement. Tout le monde est proche l'un de l'autre, mais pas en open space. L'open space peut être un peu dérangeant pour certaines, notamment moi, qui veulent un petit peu parfois de silence pour avoir du temps de travailler de façon vraiment très focus sur quelque chose. D'accord. Tu parlais d'utiliser les outils Google.
là, du coup, sur la partie design, toi, t'es sur Mac. Est-ce que, ma question sur Figma était pas innocente parce que je me disais c'est la version web qui permettrait potentiellement d'utiliser des Chromebooks pour faire du design. Ouais, ça. On est très proche de Figma. Et c'est quelque chose qui, on y pense. Ok, d'accord. Ok, on en reste là. Mais Google est toujours, évidemment, quand je parle des outils Google, évidemment, Mac c'est pas un outil Google, donc forcément, ouais. Je parle plus de Gmail, Drive, par exemple, il n'y a pas de Slack, par exemple, avec Google pour des raisons de sécurité. Oui. Il n'y a pas de, c'est quoi les autres outils de prototypage? T'en as pas de Prototipio, t'as Principal, Principal, ça s'utilise parce que c'est natif, mais essentiellement tout ce qui se met en ligne, on peut pas l'utiliser. Okay. Donc tous les outils de prototype où tu partages des choses en ligne qui passent par un serveur externe, on peut pas l'utiliser. Donc ça réduit énormément le nombre de choses qu'on peut utiliser. Mais justement, si je me trompe, il y a bien 2 outils qui ont été développés par Google, que j'ai vu sur le site de Material Design. Le premier qui te permet, c'est la librairie partagée, qui te permet d'annoter et tout. Vous l'utilisez celle-là ou pas? Oui, ça on l'utilise en interne. Ouais. Ok, d'accord. Et le deuxième, il s'appelle Gallery et l'autre s'appelle, j'ai oublié le nom. Exactement. On utilise Gallery en interne, ouais. D'accord. Et le deuxième qui, je crois, permet de faire du prototypage. Je suis pas certain. Oui, et le deuxième, en fait, ça te permet de créer une application Android utilisant les components Android. Ah, d'accord. Ok, ouais. Ouais, après, éventuellement, je crois qu'ils veulent le développer pour que ça devienne même un export de code et te permet d'utiliser la librairie Android très facilement et de créer les applications grâce à ça. Donc c'est plus axé sur la création d'Android applications et l'utilisation de components Android plus que le prototypage en règle générale, quoi. Okay. Ça, j'utilise pas, par contre, évidemment. C'est plus pour les utilisateurs externes parce que ou peut-être certaines équipes Android internes, je ne sais pas. Mais ouais, pour nous, c'est plus l'outil pour l'instant qu'on utilise, c'est vraiment Gallery pour communiquer avec les ingénieurs et pour envoyer les specs, les previews, etc. Tout en interne, ça passe par là. Toi, sur ton quotidien, qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien dans ton travail? Et qu'est-ce que tu trouves aussi le plus difficile? Alors, qu'est-ce qui me motive le plus? La taille et l'impact, c'est quelque chose qui m'a motivé énormément de temps. Comme on parlait de la taille de Chrome en général, avoir un impact assez grand sur un grand nombre de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Le craft en lui-même, l'artisanat, c'est un peu bizarre de parler d'artisanat pour ça, mais le fait de quand t'aimes bien ton travail, comme tu référais à l'orfèvrerie par exemple. Oui. alors c'est marrant de dire ça parce que moi je sais rien faire avec mes mains. Mais bon. Ou alors ce serait presque même de l'horlogerie. Mais si vous avez, ça se sent vraiment. J'invite les gens à lire tes articles. Il y a un niveau de précision qui est juste absolument incroyable. Et c'est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment alors je valorise ton travail et ce que vous faites ou on n'en a pas forcément conscience. Entre ça, ce niveau de précision au pixel près, au DPI près, la contrainte technique, l'impact que ça peut avoir, et ce qu'on peut voir par ailleurs dans le monde des startups, qui est fancy, qui est shiny, qui est joli. Je te développe une application avec du motion design dans tous les sens, je t'en fous plein la vue. Tu vois, il y a 2 espèces de mondes complètement séparés. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment du design de haute précision. Je vais reformuler. C'est ça, je pense qui me garde la motivation. Là, je crois que je suis même passé en un autre niveau de précision encore sur les trucs de Chrome OS et j'espère un jour montrer un petit peu les spécifications que je fais pour le système, qui sont même au-delà de ce que j'ai fait pour Chrome. Au niveau vraiment précision, au niveau mesure et tout. Je passe énormément de temps dessus. Mais comment c'est possible? Donne-moi un indice parce que je comprends pas comment c'est possible. Tu peux pas aller plus loin que ça. Par exemple, maintenant on spec le motion de la même façon. C'est-à-dire que maintenant qu'on a du motion design et on a des équipes qui sont à travers le monde, notamment une à Tokyo. Et pour communiquer avec une équipe qui est à Tokyo, et plus la spécification est précise, moins il y aura à faire d'aller-retour avec une équipe qui est 20 heures en avance, quoi. Donc c'est un peu difficile, quoi. Et donc j'ai commencé à faire des spécifications qui sont en fait c'est des schémas de mouvement, c'est-à-dire que après le pixel, c'est la milliseconde en fait.
C'est ça, ouais. Après, on a des. Mais je pense que je le montrerai sur le site. Maintenant, on a des façons de montrer donc c'est ça, la curve, Ouais. le timing, plus la position de chaque élément pour que la position de début, la position de fin sur chaque mouvement pour que ce soit exactement pour qu'il n'y ait pas besoin d'aller-retour avec l'ingénieur et qu'il soit capable d'intégrer la motion directement quand il y a besoin de spec, évidemment. Parfois il y a des motions où tu peux envoyer simplement des vidéos, tu peux faire des outils comme Lottie par exemple où tu peux transformer une vidéo directement en motion. Mais il y a certaines fois où il faut toujours spec le rounded corner il va se transformer comme ça, le background il va se transformer de 120 pixels à 240 pixels de cette façon avec cette curve, tout ça on le spécifie aussi et ouais, mais je les montrerai, c'est intéressant à voir, mais ouais, on va encore plus loin que pour Chrome parce qu'il y a encore plus de surface. Et moi j'aime bien, et ça me motive. Ah ouais, parce que j'allais dire là du coup c'est t'as plus de liberté, le motion design effectivement sur Chrome, ce qui ressortait c'est que quand tu fais la même action 250 fois dans ta journée, le motion design moins il y en a mieux c'est pour l'utilisateur. Ouais. À l'inverse sur Chrome OS, là pour le coup tu peux davantage t'éclater là-dessus. C'est ça ? Ouais, c'est ça, il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de petits détails que tu peux mettre, il y a beaucoup plus de surface et Chrome OS commence à se déplacer de plus en plus vers le touch et la tablette a besoin de plus l'utilisateur a plus de temps et a plus de temps pour naviguer, et notamment aussi c'est pas la même, comment on appelle ça, c'est pas le même point de vue. Quelqu'un sur une tablette va être plus en mode relax et va en général plus consommer du contenu. Donc il aura plus de temps d'apprécier les motions. Ouais, c'est ça, lean back experience contre vraiment le truc que tu veux faire sur un laptop, c'est aller le plus vite possible et que l'interface ne soit pas contre toi, ne travaille pas contre l'utilisateur. Pour la tablette, il faut accompagner le mouvement parce que beaucoup de choses sont basées sur les gestures, etc. Et qui dit accompagnement du mouvement, dit des motions qui ont du sens avec le mouvement de l'utilisateur. Donc quand t'as pas de souris, etc., comme on peut le voir sur un iPad par exemple, ou sur un téléphone Android, et les mouvements sont pas du tout les mêmes, que ce soit sur Notification Drawer, que ce soit sur le launcher, etc. Tout ça. Et ça marche pas pareil que sur Windows, sur Chrome, c'est-à-dire que c'est pas des trucs qui sont instantanés, ça va être des trucs, ça va suivre le mouvement, il va y avoir du bounce, il va y avoir tout ça, ça se perfectionne, et donc il y a beaucoup plus de motion à faire évidemment dès que c'est de l'interface touch, quoi. Et du coup j'allais te demander en fait une des questions qui m'intéresse le plus avec ton niveau d'expérience et de seniorité maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? C'est quoi déjà quels sont les sujets qui t'intéressent? Le motion, ça a l'air d'en être un. Et c'est quoi qui t'aspire à quoi? C'est une bonne question, c'est quelque chose que je pense que je me pose assez souvent, parce que c'est bien de se le poser aussi quand t'arrives à une carrière où quand t'as quasiment 7 ans de la même boîte, c'est vrai que c'est une question que tu te poses, quoi. Notamment, c'est pas tout le monde qui reste dans une boîte aussi longtemps. Je connais des personnes qui sont à Google depuis 14 ans, hein, mais j'en vois après 2 ans, ils veulent tester quelque chose d'autre, ce qui est parfaitement normal d'ailleurs. Pour moi, j'ai envie de voir le Chrome OS évoluer, j'ai envie de voir jusqu'où on peut le porter, en fait. C'est ça qui me motive plus que mon travail au jour le jour. J'aime beaucoup comme on vient d'en parler. Mais maintenant, ce que je veux voir, c'est plus la réalisation. J'ai envie d'accompagner ce projet et voir sa réalisation. Parce que j'ai commencé Chrome OS. C'était une blague pour beaucoup de personnes. On avait 1 million d'utilisateurs quand j'ai commencé. Ils disaient ça sert à rien, c'est bidon. Il y a Windows, il y a Linux, il y a Mac. Google il fait n'importe quoi. Chrome OS ça marchera jamais. Et maintenant, on en est à une alternative. On en est à parler des meilleurs Chromebooks qu'il faut acheter cette saison. On voit sur les trucs comme les gros sites de tech, ils commencent à en parler comme étant une alternative légitime. Exactement. Et ça c'est intéressant. Et de savoir que on commence à titiller vraiment Windows. Et qui commence à se dire mince, c'est plus une blague maintenant, il commence un petit peu à grossir, et c'est ça l'attrait aussi, c'est de voir où on en était et où on en est maintenant. Alors je vais pas donner le nombre d'utilisateurs qu'on a maintenant, mais on a grossi de façon quand même assez exponentielle, et c'est ça que je veux voir. Je veux voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette arène, comme on peut dire. D'accord. Et d'un point de vue après plus personnel, est-ce que le mentoring, l'accompagnement
designer plus junior? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu veux continuer à perfectionner ton craft, comme on dirait? J'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Alors autant j'ai beaucoup de... je suis très sûr de moi quand ça vient à faire du design de précision ou sur certains aspects de l'interface. Là, alors autant pour certains autres aspects qui est du management personnel ou plus du mentoring, mentorship, je sais pas comment on dit. Ça c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal parce que je suis pas très sûr de moi et j'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est peut-être un peu ce qu'on ressent dans mes articles, c'est-à-dire que j'ai un peu rien envie de dire de façon sûre et arrêtée, quoi. Parce que je sais que ça marche différemment par personne. Et donc du coup j'ai toujours un petit peu peur des choses que je peux dire ou mal. Et vu que ça impacte une personne directement, plus qu'un produit, les produits au final c'est pas très important. Si tu fais une erreur, tu la corriges. Sur les personnes, j'ai un peu plus de mal et j'ai moins de talent là-dedans et moins de facilité, disons. Donc je commence à m'y approcher un petit peu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui recherchent ça de moi, parce que, l'air de rien, j'ai quand même de l'expérience maintenant, 7 ans de boîte, les gens ils commencent à te regarder un petit peu plus, à dire qu'est-ce que tu peux m'apprendre, quoi. Bah bien sûr. Et moi je suis toujours un peu là, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je commence à disons que je teste, comment dire en anglais, je teste l'eau, quoi. D'accord. Okay. J'essaie de voir ce que sans devenir directement manager. Il y en a qui ont cette aspiration à devenir directement. Je veux devenir manager certains pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent vraiment aux gens. D'autres pour le côté pouvoir, ça c'est moins bon. Ouais. Donc faut y faire attention. Moi, clairement, j'ai plus peur d'être nul. Et donc c'est pour ça que je m'y approche assez. C'est plus facile de travailler sur du sketch que de travailler sur une personne. Je crois qu'on l'a tous réalisé, ça. Exactement. Et moi en général, je vais pour la facilité. Donc voilà, c'est un peu mais je m'y intéresse. Je m'y intéresse doucement. On commence à m'y pousser doucement. J'ai juste pas envie de faire de faux pas et de. Voilà, c'est ma faille. Hein. Chacun a ses failles. Hein. Moi, je vais essayer de la corriger. C'est rigolo, hein, cette perception, comme si c'était un défaut. C'est intéressant, hein, tu vois. On revient dessus. C'est un défaut. Oui, c'est un défaut si quelqu'un attend quelque chose de toi et que tu as quelque chose à dire. C'est dommage de le garder pour toi. Tu le fais déjà. Enfin, pour reprendre sur ton parcours, un des éléments clés dont tu parlais, c'était Dribbble. Ça a été un révélateur. Les freebies que tu donnais toutes les semaines. Et donc, en fait, tu l'as, le partage. C'est ta façon à toi de partager et de communiquer, de permettre à d'autres C'est juste que... Tout à fait, mais c'est du partage via mes PSD ou via mes sketchs, ce qui est beaucoup plus simple à faire. il y a un proxy si tu veux. T'es là, regarde, j'ai fait un joli truc, je te le donne, et après tu te démerdes avec, c'est pas ma faute si tu rates. Tu vois. Ouais. Et les différences avec, cette personne a un problème de performance sur ce point, je sais pas comment le résoudre. Ouais. Tu vois, et ça c'est pas quelque chose qu'une freebie va résoudre. Ça s'apprend, c'est hyper compliqué. Ouais. C'est effectivement hyper compliqué. Tout le monde n'est pas câblé là-dessus. C'est ça, et des personnes qui vont regarder mes specs, qui vont dire c'est horrible ce que tu fais, qui en même temps vont être des managers extraordinaires, et moi je les regarde et je suis dit mais c'est horrible ce que tu fais, moi je préfère faire mes specs, tu vois. Chacun son talent, et justement, quand t'as pas d'inspiration, que t'as du mal, je sais pas, à te reconcentrer, à te focuser, c'est quoi les choses que toi tu fais qui te permettent un peu de, je sais pas, lâcher prise et revenir? Alors j'ai 2 méthodes, soit t'arrêtes de faire quelque chose et puis tu reviens plus tard. Toi, tu changes de sujet aussi. Soit tu vas chercher de l'inspiration. Avant, tous les jours, je passais une demi-heure à 1 heure sur Dribbble ou sur les autres trucs d'inspiration. Regardez le travail des autres, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais. La raison pour laquelle je faisais des freebies, c'est parce que j'utilisais énormément les freebies et je me dis merde, il faudrait quand même que je compense et que moi aussi j'en donne. Parce que je trouve que les gens ils m'ont donné beaucoup, notamment Orman Clark. Je sais pas si c'est un nom qui parle à des gens, mais il avait, c'était quoi, PSD Freebie, je crois. Il faisait un site où il y avait que des superbes freebies. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai regardé son parcours. J'ai fait mais c'est trop bien ce qu'il fait. Il donne des freebies. Les gens aiment. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre le design. Et je vais faire ça. Ou m'arrêter. Ou alors, une autre chose que je fais, si je veux rester sur le projet sur lequel je fais, je me concentre sur un point précis du projet. J'oublie. C'est une méthode qui marche pour moi. Ça peut ne pas marcher pour plein de gens. Donc encore une fois, je dis, essayez-le. C'est si le projet est trop gros, s'il est trop vaste, je commence sur une toute petite partie du truc et je m'amuse avec. C'est-à-dire que je vais faire plein de versions, je vais faire du motion design dessus. Ça peut être un truc comme un bouton, par exemple. Je vais passer 3 quarts d'heure sur un bouton et je vais développer de là. Ensuite, je vais passer à l'espacement de ce bouton, à la typographie, comment ça va être lié aux autres
aux autres éléments de la page ou du mock-up ou du layout, n'importe quoi. Et petit à petit, je construis à partir d'un point dont j'ai le contrôle parce que ce point est facile à comprendre en fait. Donc tu pars d'un point simple et tu construis autour. Et c'est pas grave si ça change parce que ça va changer. Ouais. Plus le produit se développe, plus il va falloir revenir au point de départ pour modifier ce point de départ pour que pour que le produit soit cohérent en lui-même. Mais c'est ce processus en fait, ce processus de création, partir sur quelque chose de simple et pour arriver à quelque chose de gros plutôt que l'inverse. C'est comme du hack de productivité si tu veux. On dit pour être productif, il faut avoir des petits paliers. Oui. Tu fais pas, par exemple, on dit pas comment on dit pour un projet ou même je sais pas acheter une maison, tu vas pas mettre sur ta liste acheter une maison. Tu vas dire je sais pas, j'épargne. Après je recherche. Après tu décomposes en petites étapes et tu fais pareil pour le design. C'est pareil. Si tu as un gros design, tu décomposes en petites étapes. D'abord tu fais ça et ensuite ça et ensuite ça. Trouver la plus petite étape que tu peux passer, la plus petite barrière, et petit à petit tes barrières deviennent de plus en plus grosses, mais tu peux pas commencer avec un mur. Ouais. C'est faux. D'abord faut construire les marches pour passer par-dessus quoi. Et est-ce que vous avez ces séances, vous brainstormez un peu, vous échangez entre designers? Comment la dynamique de groupe fonctionne dans ton équipe? Oui, on a ces séances-là. Alors, ça marche beaucoup avec les UX. Nous, on est plus vers la fin du processus, donc on est intégré au processus complet. Mais ce que beaucoup d'UXers font, ils utilisent la méthode de sprint, qui est une méthode. Il y a un livre dessus sprint, et tout, même de Google, le Sprint Master, je sais plus comment il s'appelle. Design, Et ils utilisent ça énormément pour vraiment pour démarrer les processus, pour démarrer les idées. C'est quelque chose dont moi personnellement j'ai un peu plus de mal parce que ça nécessite énormément de brain power d'une personne, et énormément d'attention et aussi beaucoup de communication. Mais c'est une très bonne méthode. C'est une très bonne méthode pour en équipe penser à un problème commun. Faut faire attention à ces méthodes parce qu'après on peut tomber dans l'excès. Et l'excès de sprint et c'est pour ça qu'il faut un très bon sprint master. Il faut une personne qui soit capable de focaliser le problème qu'on essaie de résoudre. Parce que après sinon tu peux sprinter à l'infini sur un problème et tu vas toujours trouver des problèmes et des solutions qui sont irréalisables. Le but c'est de vraiment se focaliser sur le problème et sur ce qu'on veut résoudre et surtout qu'est-ce qu'on veut à l'issue de ce sprint, et c'est comme ça qu'on avance. Donc oui, on utilise ça à succès variable. Beaucoup ont pas mal de succès et conduisent à des très bonnes idées, et certains, des fois on fait des sprints pendant 1 ou 2 jours et des fois il n'y a pas grand chose qui en sorte, mais c'est comme ça que ça marche. Tout ne peut pas être encore une fois, il n'y a pas de méthode magique, il faut juste c'est une bonne méthode, c'est une bonne approche. C'est comme le truc dont on parlait avant pour l'inspiration. C'est une méthode qui peut commencer les choses. Ça veut pas dire que ça marche à 100% du temps, mais ça peut être très bon, et aussi ça peut être très bon pour connaître ton équipe, connaître les personnes et commencer à travailler un petit peu avec eux, même si les idées sont pas folles. Au moins ça te permet d'échanger, ça te permet de commencer à écrire sur des tableaux et commencer à poser la matière. À poser la matière. Ouais, c'est ça. Commencer à travailler la matière, bizarrement, même si tout est software. Ça commence à travailler un peu le truc et ouvrir les esprits un petit peu. C'est utile pour ça aussi. On n'en avait pas parlé d'ailleurs. Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile au quotidien dans ton travail? Le plus difficile reste la communication entre équipes. Et le plus difficile dans les grosses entreprises et même dans les petites, c'est le travail de politicien que tu dois faire, le travail diplomatique, qui est pas uniquement réservé au product manager ou au lead d'équipe, mais qui parfois, chacun à son niveau a des problèmes de politique et chacun à son niveau a des problèmes de communication ou d'objectifs, ou de savoir, de comprendre l'objectif de la personne en face, de comprendre leurs soucis, de comprendre quelle est leur priorité et d'associer cette priorité à ta priorité. C'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça qu'avoir des bons politiques et de la bonne diplomatie en lead aide énormément aussi, ça. Et c'est pour ça qu'avoir quelqu'un qui est bon là-dedans, tu peux bouger des montagnes, alors que si toi t'es pas bon là-dedans, ça bouge pas, quoi. Même ton produit peut être merveilleux, si t'es pas vendeur derrière, ça marche pas. Ouais. D'accord. Les produits, tout comme les designs, ne se vendent pas tout seuls. Exactement. Pour terminer, peut-être, juste une dernière question sur un conseil que tu donnerais à des jeunes designers
Mais alors, plutôt, je reprends. Quel conseil un jeune designer devrait-il ignorer ? Oh, intéressant. J'ai beaucoup eu l'autre question. Ouais, un conseil qu'il doit ignorer. Ouais. Alors, un conseil à ignorer. Alors attends, il y a beaucoup de conseils qui disent ne pas travailler gratuitement. Oui. Alors c'est un bon conseil et un mauvais conseil. On le voit énormément parce que ça crée beaucoup de débats. Ouais. C'est un très bon conseil pour quand tu ne connais pas les personnes pour lesquelles tu t'investis. Et c'est un mauvais conseil quand tu as des opportunités qui font que finalement ça peut t'aider de travailler gratuitement. C'est juste tellement au cas par cas que c'est très difficile de jauger en fait. Et moi j'ai travaillé beaucoup gratuitement, même pour les gens que je connaissais pas. Pour les freebies, c'est du travail gratuit. Hein. Ouais. Mais bon, je le faisais aussi pour moi. Il faut simplement que tu trouves quelle est la valeur de ton temps et est-ce que tu crois que ça va être au bénéfice, ça va être pour toi au final. Et la raison pour ça, c'est que quand tu commences, t'as rien dans ton portfolio, t'as rien à montrer, t'as zéro expérience, c'est l'avantage. Et il faut créer ton expérience. Et il faut pouvoir démontrer tes capacités en même temps que tu les fais évoluer parce que le design est un travail qui se développe sur vraiment du temps, quoi. Même en étant très doué, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps et à la répétition. Il faut vraiment prendre du plaisir à répéter les mêmes choses dans le design et c'est là qu'on sait qu'on va. C'est intéressant. Ouais, ça je l'entends pas souvent. Tu vois, la répétition, le travail de répétition. Ouais. Pour moi, il n'y a pas eu de raccourci, quoi. J'ai répété énormément, quoi. Mon temps, à l'époque où je travaillais à WanaWeb, c'était des journées de 14 heures où je travaillais à WanaWeb et ensuite je rentrais chez moi et soit je faisais des freebies, soit je faisais du freelance, quoi. Oh my God, et les freebies c'était gratuit, certains freelance. Alors, travailler pour des amis gratuitement, c'est pas sale, hein, c'est pas un mauvais mot. Travailler sur des projets qui te tiennent à cœur, c'est aussi pas un mauvais mot. Il y a des choses que j'avais envie de faire même si on me payait pas. Ouais. Et c'est ça qu'il faut chercher. La passion qui va te faire qui va te payer, mais qui va te payer en expérience et qui va te payer en travail technique et qui va te permettre aussi. Il y a des gens qui vont te confier des choses que personne pourrait te payer à faire. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup de travail pour les assos étudiantes et ça évidemment c'est pas payé, quoi. Et ça m'a permis, j'ai fait des posters. Alors, ils étaient immondes, hein, mais ça m'a permis de découvrir plein de trucs sur Photoshop, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ça que je veux dire, c'est à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, juste quelques petites choses. D'abord, encore merci à Sébastien pour son temps et pour son retour d'expérience. Vous pouvez le retrouver sur Twitter sous le pseudo @counterb, KOUNTERB. Ou plus simplement directement sur son site web sébastien-gabriel.com. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui ont été citées dans l'épisode par Sébastien et moi-même. Pour cela, il vous suffit d'aller directement dans le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement vers le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer des nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram, j'adore les feedbacks. Le pseudo c'est @lafrenchtouchfm, tout attaché. Je veux prendre aussi un peu de temps pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu surtout. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note, 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça motive à fond et ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout. À très vite pour un nouvel épisode de la French Touch.